Vivant au sud-est de la Thaïlande péninsulaire, les Jawi sont les descendants des sujets de l'ancien sultanat de Pattani, conquis peu avant le réveil économique de la région et les changements drastiques induits par le développement économique mené par le gouvernement thaïlandais et la mondialisation, valaient pour l'ancien monde malais péninsulaire, plus ou moins disparu dans la moderne Malaisie. L'ethnonyme des habitants majoritaires de ces trois provinces vient de l'ancien nom de la péninsule malaise, Java la Grande, Jawa Sa en Diaoui, Jawa Besar en malais, popularisé en Europe par Marco Polo au XIIIe siècle dans son livre des merveilles. Le terme Diaoui était utilisé par les Arabes de la Mecque pour désigner les pèlerins venus de cette région du monde. Depuis la création des États modernes musulmans en Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, le mot Diaoui ne désigne plus que la minorité malaise de Pattani en Thaïlande. Au carrefour de plusieurs grands flux culturels et religieux, courants indiens, chinois, siamois, mon, khmer, hindouisme, bouddhisme du petit véhicule et moindrement du grand véhicule, ils conservent de nombreux traits animistes, demeurant de leur passé lointain proto-indo-chinois, antérieur à ces grands courants. Et l'hindouisme ayant atteint et influencé toute l'Asie du Sud-Est dès les premiers siècles de notre ère, y compris les actuelles Malaisie et Indonésie musulmanes, les éléments hindous restent importants dans les rituels et les croyances au quotidien. Cela engendre un système de croyances, une cosmogonie et une ontologie très syncrétiques. L'islam est attesté dans cette région depuis la fin du XIVe siècle, mais de manière superficielle, touchant surtout l'élite et les populations littorales et laissant la majeure partie de la population de l'intérieur à ses croyances et rites anciens. L'islam, tel qu'il était encore pratiqué au début des années 1990, était relativement syncrétique, très marqué d'animisme, d'hindouisme et de bouddhisme. L'islam n'a commencé vraiment à s'installer dans la région de Pattani que depuis le début des années 1970 à peine. La structure sociale des Jawi est très hiérarchisée et leur organisation politique est caractérisée par la verticalité. Leur système de parenté est marqué par la dichotomie aîné-cadet. C'est un système indifférencié, c'est-à-dire cognatique, c'est-à-dire avec importance, équivalence, équilibre entre l'homme et la femme, si vous voulez. Et avec la prééminence de la seniorité ou son corollaire dyadique, la juniorité sociale, avec la prééminence également de la préséance. Toutes institutions sociales qui témoignent de leur passé culturel malais. C'est un système indifférencié à tendance matrilinéaire, en dépit de l'islam marqué par la figure masculine de Dieu et du Coran, privilégiant l'enfant mâle sur la fille dans le dire, dans le faire. Ce n'est pas toujours le cas pour l'héritage, par exemple. Leur espace social est également marqué par une très forte ostentation sociale et économique qui s'exprime à tout moment dans une perspective ontogénique, c'est-à-dire de la naissance à la mort d'un individu, aussi bien dans les événements et rites exceptionnels que dans le cours de la vie quotidienne. Le statut d'adulte était traditionnellement accordé aux Jawi de la puberté par la cérémonie de la circoncision pour les garçons entre 11 et 15 ans et d'excision et de percement des oreilles pour les jeunes filles, à l'adolescence aussi. Il faudrait inclure aussi, tant pour les filles que pour les garçons, avant le mariage, le limage des incisives, autrefois réalisé après l'excision ou la circoncision. Cette mutilation dentaire était fort ancienne.
On la retrouvait par exemple chez les proto-indo-chinois du Vietnam, du Laos et du Cambodge jusque dans les années 1950. Mais cette pratique a disparu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jadis, les incisives des jeunes gens devaient donc être limées rituellement pagigi. Cette cérémonie intervenait vers l'âge de 15-20 ans pour les filles et vers 20-25 ans pour les garçons, c'est-à-dire l'âge idéal de mariage pour les unes comme pour les autres selon les critères locaux. Le guérisseur, le bomo, commençait par libérer l'adolescent en décroisant des feuilles de cocotier, puis récitait l'invocation dite de l'eau lustrale pour les dents, il monte à Gigi. Il invoquait ainsi puis il soufflait sur la bouche de la personne. Le bomo cassait la tête des incisives supérieures avec une pierre et limait ensuite les chicots. La raison profonde de cette mutilation s'est perdue, mais les anciens expliquent que ces dents sont des dents d'animal, de chien, et le limage annulait l'animalité de l'homme ou de la femme, faisant d'eux des humains. Autant la cérémonie de naissance, surtout d'un garçon, ou celle de la circoncision, sont l'occasion, comme lors des mariages, de grands festins cérémoniels collectifs, autant l'excision et le percement des oreilles des filles consistent en des cérémonies privées familiales plus discrètes. Les grands festins cérémoniels collectifs sont appelés kudri, qui est le terme de référence. Kenduri en malais, mot provenant du persan kundur qui désigne l'encens. Pour les garçons, le banquet de circoncision était organisé, si possible, juste avant l'opération d'ablation du prépuce à l'adolescence, mais cette cérémonie, qui devait intervenir dès la puberté, pouvait être retardée de plusieurs années, voire de décennies, tant elle est onéreuse. Le délai dépendant surtout des moyens financiers disponibles pour organiser un grand festin dispendieux auquel se pressent des invités par centaines, par milliers, parents proches et éloignés, alliés, notables, voisins, amis, relations. Le festin de circoncision et aussi celui du mariage est nommé usuellement makepullo en diaoui, makan pulut en malais, qui est le terme d'adresse, c'est-à-dire manger le riz gluant, même si personne ne consomme de riz gluant, car le riz gluant est une denrée de fête, alors que le riz blanc est le riz du quotidien. Le riz gluant représente symboliquement la chair humaine, et spécialement la virilité plus que la féminité qui est, elle, symbolisée par le riz blanc. Le riz gluant est en effet cuit lors de ces festins et donné en contre-don, car les invités apportent du riz blanc et de l'argent pour contribuer aux frais. Le riz gluant est donc donné comme porte-bonheur à chaque famille invitée, un peu comme les dragées chez les catholiques français. À l'issue des repas, sont proposées des feuilles de bétel, sigré, et de noix d'arec, pinay en diaoui, pinang en malais, dans de petits paniers de palmiers pandanus tressés, accrochés à des arbustes ou posés sur des tables. La chique de bétel, makepinay, makan, pinang en malais, est une des principales portes de communication avec la surnature. Elle est donc mâchée par les jouteurs de dika, ou Panchak Silat en malais, l'art martial culte des ancêtres, et aussi mâchée par les bons mots, les guérisseurs, pour aider à rentrer en transe et à revenir de celle-ci. La chique de Bethel est présente donc dans tous les rituels et est offerte aux visiteurs d'une maison sous la forme d'un nécessaire à Bethel sur plateau, nommé Chirano Pinay en diaoui, Charana Pinang en malais. Souvent, le festin de la circoncision est organisé par une seule famille pour plusieurs garçons,
parents pauvres. Dans ce cas, la famille aisée prend tous les frais en charge et demande seulement une petite participation aux familles des autres enfants de l'ordre de 50 bahts dans les années 90, l'assiette de riz au curry valant alors 10 bahts. Le festin, comparable à celui du mariage, a lieu une journée avant la circoncision proprement dite pour permettre à l'enfant de profiter de cette fête. Il existe aujourd'hui une grande différence de traitement entre garçons et filles en raison de l'islam. Mais il est difficile de savoir ce qu'il en était il y a quelques siècles encore. Il faut souligner que la terminologie de parenté diaoui et malaise est indifférenciée, accordant beaucoup d'importance à la mère et à l'épouse et plus largement à la femme. Et que, dans l'histoire, l'apogée du sultanat de Patani coïncide avec le règne de plusieurs grandes reines légendaires au XVIe et au XVIIe siècle, telles les Rajani Ija en malais, la reine bleu-vert sombre, 7e Raja de Patani, ou bien la Rajani Biru, reine bleu-ciel, ou bien la 8e qui est la 8e Rajani, ou bien la Rajani Ungu, reine violette, 9e Rajani, ou bien la Rajani Kuning, la reine jaune, la 10e, ayant marqué toute l'histoire du sultanat de Patani au point de s'identifier avec celle-ci. Si la circoncision comme l'excision sont nommées techniquement sunat en malais par les autorités religieuses, terme d'origine arabe, les Jawi ordinaires préfèrent à nommer ces rites Masuk Jawi ou Masonayu. Masuk Jawi et Masuk Malayu en malais, c'est-à-dire entrer dans le monde des adultes, dans le monde des Malais, qui signifie aussi entrer dans l'islam. Depuis la moitié des années 90, après l'arrivée d'un islam rigoriste venu du Proche-Orient, les plus religieux ont tendance à préférer l'expression Masuk Islam en malais, mais c'est encore minoritaire. Avant toute cérémonie engageant quelqu'un dans un processus rituel important, dont l'excision et la circoncision, le chaman guérisseur, Bormo, spécialisé dans les fantômes et les esprits, doit procéder au déliement, le pas, délier, défaire, libérer. Il s'agit d'une sorte d'absolution des péchés commis, notamment les serments non respectés. Il faut replacer la personne dans l'état idéal originel d'une neutralité prometteuse. Lors de l'excision comme de la circoncision, la cérémonie du déliement est suivie de l'opération proprement dite. Puis, après l'opération, vient la très importante cérémonie du rappel des âmes qui clôture le rituel. Cette dernière cérémonie, d'origine animiste et ou hindouiste, est très ancienne et liée à la croyance en des âmes multiples. On la retrouve presque identique chez les proto-indo-chinois du Cambodge, du Vietnam, du Laos, chez les Khmers, les Birmans, les Lao et les Thaïs. Depuis quelques années, cette cérémonie de rappel des âmes est interdite par les rigoristes musulmans. Elle est conduite par le même chaman spécialisé qui fortifie l'être, le favorise ou le guérit selon le cas. Cela contribue à rassurer les parents et est censé aider les initiés à lutter contre la douleur et le choc psychologique. Bon, je n'ai pas le temps de la détailler ici. Pour délier, le Bomo utilise rituellement 3 croix de feuilles de coquetier pliées d'une certaine façon, permettant la libération des feuilles en effectuant une simple traction sur les extrémités inférieures des croix. 3 est un chiffre magique. Le Bomo se saisit des croix, les unes après les autres, les porte à son front, les met à tremper dans un bol d'eau lustrale nommé Topon Tawa. C'est un crème à queue fait d'eau consacrée par une de ses invocations et son souffle, mêlé d'un peu de farine de riz nouveau. Puis, tenant dans ses mains les extrémités de la croix
il porte celle-ci à hauteur du visage de l'impétrant, récitant son invocation. À la fin de chaque stance, au terme de l'énumération énoncée en désordre pour amplifier son pouvoir, 1, 2, 5, 3, 7, il décroise vivement les feuilles, libérant celle-ci et la personne à consacrer en criant le pas, libéré. Invocation du déliement, il mord le pas. Début de l'invocation en arabe. Qu'Allah écarte le diable, Satan. Dieu est grand et resplendissant est son nom. Au pied du dé, il y a cette nuit un événement et un plaignant. Faites barrage au danger, et vous devez descendre, délier le maître du doigt d'une jeune fille qui perce comme un Christ, terre, eau, feu, vent, 1, 2, 5, 3, 7, délier. Libérez-le de tous ses cauchemars et de ses conflits, libérez-le de tout danger, de toute traîtrise, libérez-le du mal et de l'esprit malin, libérez-le complètement de ses serments passés et non tenus, libérez-le de cette période passée, libérez-le de ce temps-là, libérez-le par la magie, il n'y a de Dieu que Dieu en arabe. 1, 2, 5, 3, 7, délié, délié. Qu'Allah écarte le diable, Satan. Dieu est grand et resplendissant est son nom en arabe. Au pied du dé, il y a cette nuit un événement et un plaignant. Passez et repassez comme un moulin. Faites barrage au danger et vous devez descendre, délier le maître du doigt d'une jeune fille qui perce comme un Christ. Terre, eau, feu, vent, 1, 2, 5, 3, 7, déliez. Libérez-le de tous ses cauchemars et de ses conflits. Libérez-le de tout danger, de toute traîtrise, libérez-le du mal et de l'esprit malin, libérez-le complètement de ses serments passés et non tenus, libérez-le par la magie, il n'y a de Dieu que Dieu en arabe. 1, 2, 5, 3, 7, délié, délié. Car là écarte le diable, Satan, Dieu est grand et resplendissant est son nom en arabe. Au pied du dé, il y a cette nuit un événement et un plaignant. Passez et repassez comme un moulin, faites barrage au danger, vous devez descendre, délier le maître du doigt d'une jeune fille qui perce comme un Christ, terre, eau, feu, vent, 1, 2, 5, 3, 7, délier. Libérez-le de tous ses cauchemars et de ses conflits. Libérez-le de tout danger, de toute traîtrise, libérez-le du mal et de l'esprit malin, libérez-le complètement de ses serments passés et non tenus. Libérez-le par la magie, il n'y a de Dieu que Dieu en arabe. 1, 2, 5, 3, 7, délié, 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 délié. Voilà l'invocation du Topomo Tche Padome Amen, grand guérisseur de Patani, durant une cérémonie qui a eu lieu le 21 février 1993. Pour les jeunes filles, le rite d'entrée dans l'islam intervenait au moment des premières règles, à la puberté, entre 10 et 13 ans en moyenne. Leurs oreilles étaient percées et elles étaient excisées, c'est-à-dire qu'on procédait à l'ablation de l'extrémité de leur clitoris, parfois du clitoris entier, et plus rarement à celle des petites lèvres. Ces deux dernières pratiques sont de plus en plus courantes depuis l'arrivée récente d'un islam plus rigoriste. Mais jusque dans les années 1990, il s'agissait plutôt d'un simulacre d'excision consistant à faire perler le sang sur l'extrémité du clitoris sans ablation ou au pire à couper un minuscule morceau de celui-ci. La hantise de la douleur, la honte avouée des jeunes filles contemporaines aussi, les recommandations sanitaires aidant, les mœurs évoluant, de plus en plus souvent, l'excision est effectuée à la naissance et à l'hôpital, sous anesthésie, dès le 40e jour après la naissance. Le 40e jour coïncide avec la cérémonie pour la mère post-parturiente du retour des règles. Mère qui était restée au repos depuis l'accouchement près d'un feu allumé par son époux près de son dos pour éviter l'hémorragie et lui redonner des forces symboliquement. L'excision de la petite fille rejoint ainsi le retour à la vie sexuelle de sa mère après la naissance.
De ce fait, il ne reste plus de nos jours pour marquer le début de la puberté chez les jeunes filles que la cérémonie de percement des oreilles. L'excision, pratiquée au village à la puberté, était et reste pratiquée, mais de moins en moins souvent, tout comme l'accouchement au village qui devient rare, par la tobide, datok et bidan en malais, sage-femme et exciseuse. Le premier mot, to, est un terme de respect et le second désigne la sage-femme. La sage-femme est le plus souvent une femme, mais peut être aussi autrefois, ou plus souvent, un homme. La tobide, l'exciseuse, est considérée comme une guérisseuse, bon mot, de moindre qualité que les chamans médiums spécialisés dans l'exorcisme et le rappel des âmes, sauf à cumuler les deux fonctions. C'est pas au regard de son genre, le guérisseur peut être un homme, peut être une femme, mais c'est par rapport à sa spécialité. La fonction de tobide, de même que celle du circonciseur, apparaît comme plus ou moins héréditaire. Elle se transmet généralement par apprentissage de père en fils pour le circonciseur, tomudeng, et de mère à fille pour l'exciseuse. Le tomudeng, comme la tobide, est payé après la cérémonie 100 bahts par enfant en 1993, somme rondelette comparée aux revenus villageois et au coût d'une assiette de riz au curry, alors à 10 bahts. D'abord, il faut délier la personne. Un beau mot procède à la cérémonie dans la maison concernée avec des feuilles de cocotier. Dans la maison de l'initié, entouré des femmes de la famille, la tobide procède ensuite à l'ablation de l'extrémité supérieure du clitoris à l'aide d'un couteau très tranchant et, autrefois, d'un éclat de bambou tranchant comme un rasoir et surtout absolument stérile. Tirant qu'1 millimètre de peau faisait juste perler le sang, il s'agit plus d'une excision symbolique que d'une ablation réelle. Aujourd'hui, comme hier, les seuls cas d'excision d'une femme adulte sont issus des conversions lors d'une union entre un Jawi et une non-musulmane, par exemple une Thaï ou une Chinoise. Puis vient au final, après l'opération, la cérémonie du rappel des âmes, menée par un autre chaman spécialisé, souvent celui qui a délié, qui fortifie l'être, le favorise ou le guérit selon le cas. Les jeunes filles rentrent dans l'islam par l'excision, désormais à la naissance. Mais leur entrée dans le monde adulte est aussi concrétisée par une cérémonie qui consiste à leur percer les oreilles. Sa signification était véritablement le passage à l'âge adulte et elle est donc en cela l'équivalent de la circoncision pour les garçons, puisque l'excision est effectuée lorsque la fille est encore un bébé. L'âge idéal du percement des oreilles était autrefois celui du mariage possible, c'est-à-dire 15 ou 16 ans. Mais l'évolution des mœurs aidant, de plus en plus souvent, cette cérémonie est avancée et le percement des oreilles intervient lorsque la petite fille atteint l'âge de 4 ans. C'est de plus en plus l'âge auquel les mères actuelles commencent à faire porter des bijoux à leurs filles. Le percement des oreilles est l'occasion d'un relativement petit festin que kenduri ketil,
en malais, auxquels sont conviés, outre les parents, quelques parents proches ou éloignés et les amis intimes. La Tobidé aussi qui a fait naître l'enfant, voire le Tomoudin ou autre bomo qui lui perce les oreilles à l'aide d'une aiguille. Le plus souvent, c'est un homme qui perce les oreilles. Ce rite la fait rentrer en effet symboliquement dans la vie sexuelle en tant que jeune fille pubère, et le dépucelage est toujours le fait de l'homme. Le festin, comme pour la cérémonie Mas-Diawi des garçons, lors d'une circoncision, a lieu la veille du percement des oreilles de manière à ce que l'enfant puisse profiter du repas et des friandises proposées. Généralement, le père sacrifie une ou deux chèvres qui sont découpées et cuites dans du lait de coco épicé et aromatisé pour être servies en ragoût, gulai kambing en diawi, gulai kambing en malais, curry de chèvre. La chèvre est un substitut moins onéreux du buffle d'eau, animal domestique sacrificiel par excellence, ou du taureau, du zébu, qui représente un esclave indépendant, un prisonnier de guerre, c'est-à-dire une victime humaine sacrifiée. Le lendemain après-midi, le bomo vient, jette un foulard blanc, kaeng en diawi, kaeng en malais, sur son épaule droite, signe de son statut et d'un office important en cours d'opération. Au quotidien, il place le turban sur l'épaule gauche et il commence par libérer l'enfant de ses fautes passées, de ses serments non tenus, puis il invoque en arabe en psalmodiant des versets du Coran à voix basse, puis il perce les oreilles. La fille est entourée de ses parents et se tient dans les bras de son père, pendant que la mère apporte les offrandes qui, pour cette cérémonie, consistent en riz gluant de 3 couleurs, en riz soufflé, comme du pop-corn, en un œuf dur, les 3 valant symboliquement pour le sacrifice d'une victime humaine, en une chique de bétel et d'arec, en un verre d'eau, consacré évidemment par le souffle du guérisseur, en feuilles de cocotier pliées rituellement pour la cérémonie du déliement, le pa, en un encensoir rempli de charbon de bois, en une bougie et en un foie de chèvre grillé, hati kameng, et coupé en morceaux. L'ensemble des offrandes comestibles est destiné au bomo guérisseur. Les femmes célibataires âgées de plus de 30 ans préparent le même kodori, le même festin pour les aider à trouver un époux. Si de nos jours, quelques Djawi emmènent leurs filles se faire circoncire à l'hôpital, cela reste rare. La grande majorité des jeunes garçons continuent d'entrer dans l'âge adulte et dans l'islam sous la main du circonciseur villageois à l'adolescence. À la façon la plus traditionnelle, cette cérémonie requiert beaucoup d'argent, de savoir, de temps et la participation de spécialistes chevronnés. La cérémonie de la circoncision était autrefois précédée d'un bain rituel du circoncis à la pagode bouddhique, de même que le bébé après la naissance. Systématiquement, en effet, dans les familles les plus riches et les plus importantes, celles des aristocrates et des notables, et chez les plus pauvres qui suivaient cet exemple, dès qu'un enfant naissait chez les Djawi, il était naguère encore, jusque dans les années 60-70, amené à la pagode bouddhique la plus proche sur un palanquin rituel et ondoyé rituellement par un moine qui plaçait sur ses poignets et ses chevilles des bracelets de coton représentant les génies empêchant les âmes vitales de quitter le nourrisson, exactement comme c'est le cas chez les bouddhistes de Thaïlande, du Laos ou du Cambodge. Le futur circoncis était également systématiquement amené de même à la pagode pour être ondoyé rituellement par un bonze avant de rejoindre le festin cérémoniel accueillant des milliers d'invités suivis quelques heures ou quelques jours après de l'opération de l'ablation du prépuce proprement dit. En effet, pour permettre aux futurs circoncis de profiter du banquet offert en leur honneur,
Celui-ci était organisé avant le rituel de l'ablation, laissant le garçon endolori et convalescent de longs jours. Le palanquin consistait en une statue de bois, bambou et papier représentant un animal allégorique nommé Gagosur, oiseau dragon à tête d'éléphant, représentant Shiva et témoignant d'une forte influence hindoue ancienne. Cette coutume a commencé à se raréfier après la Seconde Guerre mondiale. Les Gagosur sont employés également pour les cérémonies villageoises annuelles de bénédiction de la mer chez les pêcheurs dans les populations du littoral pour favoriser la pêche et empêcher les naufrages, ou bien pour la bénédiction de la rizière chez les agriculteurs dans les populations des hautes terres, mais elles ne sont plus guère utilisées de moins en moins que pour de très rares cérémonies équivalentes organisées non pas par les villageois mais par les autorités provinciales en certains endroits comme à Saibouri, à 50 km au sud de Patani. Peu à peu, après la Seconde Guerre mondiale, ce rituel nommé Brago Bulung se raréfia au point que cet oiseau ne fut plus sorti que pour montrer les coutumes traditionnelles Diaoui aux visiteurs de marque, c'est-à-dire essentiellement les monarques siamois thaïlandais. Depuis environ 40 ans et de moins en moins présent, l'oiseau est surtout utilisé pour honorer le jour de la fête musulmane des pèlerins, Hari Raya Haji. Or, le jour du Hari Raya Haji est aussi celui du Gubbe, Zorban en malais de l'arabe tant à Patani qu'à Kelantan en Malaisie, qui est un sacrifice ostentatoire d'un buffle ou maintenant d'un taureau réservé aux seuls musulmans. L'équivalent en malais du mot Gubbe n'existe pas dans le dictionnaire étymologique de Richard James Wilkinson, dont le corpus date de la fin du XIXe siècle et dans lequel on retrouve tous les termes importants, rituels ou quotidiens de la langue Diaoui actuelle. Ce qui tendrait à montrer que l'adoption de ce rite venu du monde arabo-musulman est relativement récent. Il consiste en un sacrifice afin de prestige uniquement, généralement d'un ou de plusieurs taureaux, intact de la tête aux pieds, base d'un repas rituel auquel sont conviés par l'organisateur ou le groupe d'organisateurs, parce qu'ils sont 7, les hommes que l'on souhaite honorer. Le Gubbe est l'exemple type d'une dépense ostentatoire, créatrice de prestige social. Si un non-musulman consommait de la viande du taureau sacrifié pour un Gubbe, le sacrifice serait vain. Le deuxième autre cas de sacrifice prestigieux interdit aux non-musulmans est le Ngeko, ou sacrifice de la naissance de même type que le Gubbe. Sa date n'est pas limitée à la fête du Hari Raya Haji. Le Ngeko est organisé en général en l'honneur de la naissance d'un fils. Dans le dire, les filles pouvaient aussi bénéficier du Ngeko, mais à l'époque actuelle ce n'est plus le cas. Parfois, le Ngeko est organisé le jour du Hari Raya Haji, se combinant avec un Gubbe, un sacrifice. Le dernier type de festin cérémonial ou kenduri concerne l'entrée dans l'islam ou le mariage. Au contraire, le festin de l'entrée dans l'islam est identique à celui du mariage et ouvert aux non-musulmans. En ce qui concerne le Ngeko, fait nommé Ngeka en malais, il désignait autrefois non pas la naissance d'un enfant, mais en réalité la coutume de lui raser les cheveux, une coutume traditionnelle ancienne, au 7e jour, après la naissance. Cette coutume, on la retrouve chez les Thaïs bouddhistes. Elle a été abandonnée chez les Diaoui il y a longtemps, et aujourd'hui, les Diaoui ne savent plus à quoi ce mot correspond exactement pour eux. C'est un sacrifice pour marquer la naissance d'un fils maintenant. Mais c'est pas très clair. Chez les Malais de Pahang, plus au sud dans la péninsule, en Malaisie, le repas organisé pour une circoncision va entrer dans l'islam est aujourd'hui interdit aux non-musulmans.
Chez les Diaouis, ce n'est pas le cas, sauf si la cérémonie Maso Diaoui est organisée le jour du Hari Raya Haji, le sacrifice rituel des musulmans, et combinée à un goubert, sacrifice pour réduire les frais, tout en obtenant le maximum de prestige. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Les Diaouis peuvent décider d'organiser une cérémonie traditionnelle avec le lourd apparat animiste ou hindouiste qui est lié, ou bien une cérémonie plus moderne suivant les canons musulmans tels que définis par les autorités religieuses locales. Étant donné que la partie technique du deuxième type est incluse dans le premier, je m'attacherai surtout à présenter le rituel de circoncision traditionnel dans sa version exhaustive. J'ai assisté en près de 15 ans à des centaines de mariages et de cérémonies d'entrée dans l'âge adulte et l'islam, mais seulement à 3 circoncisions selon la voie la plus traditionnelle. Celle-ci n'avait alors pas encore disparu complètement, mais elle se raréfiait, car requérant beaucoup d'argent, du savoir, du temps et la participation de spécialistes. La cérémonie de circoncision met en jeu bien plus que l'entrée en religion. Elle apparaît d'abord comme un rite de passage à l'âge adulte et se nomme d'ailleurs chez les Diaouis non pas Maso Islay, entrer dans l'islam, mais Maso Diaoui, devenir Diaoui. On peut sans doute entendre ici le terme Diaoui comme le synonyme de musulman, donc le premier sens implique le second. Les Malais disent aussi Masuk Malayu, le devenir malais. La question est de savoir s'ils expriment ainsi la fusion de leur malaisianité avec l'islam, l'un ne se concevant pas sans l'autre, ou bien d'abord leur identité culturelle de malais. Durant la veillée précédant la circoncision, une petite cérémonie privée est organisée par les parents. Un plateau d'offrandes est placé au centre de la pièce devant lequel les beaux mots invoquent. Les offrandes consistent en un gâteau de riz gluant de 3 couleurs, blanc, jaune, rouge, qu'on appelle l'âme, smanga, du riz soufflé, breté, comme du popcorn, une bougie d'hier, du benjoin kmiyé, dans un encensoir bayo, des feuilles de bétel, ciré, et une tranche de noix d'arec, piné. Les beaux mots prient, lisant des prières, etc. Puis un repas leur est offert avec du samasayakuwa, sauce de piment à la citronnelle et au galanga, et les hommes font bombance. Cela se situe au moment de la prière Assa, vers 15h, 17h de l'après-midi. Les tâches du lendemain pour chacun sont alors précisées par le tomudeng, le circonciseur. Pendant la nuit, les mains des jeunes garçons qui vont entrer dans l'islam, anotuno, sont dessinées à la teinture de henné, beyina en diaoui. Pendant l'opération, les anotuno, futurs circoncis, sont installés sur un petit palaver nommé Re en diaoui, Salar en thaï, Grai en malais. Il s'agit d'un bâtiment de repos sur pilotis avec toiture mais sans mur. Et des adultes en procession forment un cercle à l'intérieur de la maison, enfermant le palaver. Le lendemain matin tôt, au moment du premier repas, vers 6h ou 7h, les mêmes offrandes que la veille sont présentées. Puis le circonciseur se met en place vers 8h, entourant le lieu du rituel de natte dressé pour le rendre invisible aux yeux des femmes à l'intérieur de la maison des parents du circoncis. Il invoque pour favoriser l'opération. Allah et au héros, Wamo, je demande la paix, etc. Dehors, face à l'échelle d'accès, se trouve un orchestre de Dika, nommé Pencak Silat en malais, art martial et culte des ancêtres, qui tient son nom en diaoui de celui de l'orchestre, augmenté d'un orchestre de Moyong, une des danses magiques à but thérapeutique caractéristique de la région, et provenant probablement des Orangasli, les chasseurs-cueilleurs pygmées autochtones
vivant dans la forêt du nord de la Malaisie et du sud de la Thaïlande. Les deux sortes d'orchestres jouent ensemble. Il leur faut faire beaucoup de bruit à ce moment pour exorciser la douleur des circoncis et chasser les mauvais esprits. La musique rituelle est assimilée à la voix des ancêtres protecteurs et reproduit le sifflement du vent dans les feuilles du légendaire bambou magique, Buloh Perenu en diawi, Buloh Perindu en malais, supposé pousser en haute forêt, en haute montagne dans la forêt, dont le chant, ressemblant à celui d'un oiseau, charme bêtes dangereuses ou démons comme les sirènes d'Ulysse, les laissant incapables d'agir. Pendant ce temps, le circonciseur répète 2 autres fois son invocation. Avant d'être opéré, l'enfant doit dépiquer, c'est-à-dire fouler aux pieds, des morceaux de canne à sucre pendant un long moment. Aucune explication ne m'a été donnée pour ce rite. La canne à sucre est présente dans tous les grands rituels. La canne à sucre qui est native, c'est une plante native de cette région du monde. Elle est présente dans tous les grands rituels, notamment pour attirer les âmes qui sont assimilées à des enfants au nombre de 9, chiffre magique, valant pour 32, valant aussi pour l'infini. Le nombre d'âmes varie en effet entre le monde indien, le monde laotien, le monde siamois, le monde khmer, le monde vietnamien. Par exemple, les Vietnamiens, pour les Vietnamiens, les hommes ont 7 âmes et les femmes 9. Pour les Lao, les âmes vont jusqu'à 64, ou bien 32, ou bien, etc. En général, pour les Malais et les Jawi, on s'arrête à 9, mais ça vaut évidemment, ou à 7, ça vaut pour l'infini. Tous les circonciseurs de la région sont invités, doivent être présents pour les honorer, pour éviter que l'un d'eux, jaloux, ne jette un sort, kena en Jawi, kiana en malais, mais un seul d'entre eux procède à l'opération. L'officiant principal consacre de l'eau avec laquelle l'enfant doit se baigner en s'aspergeant avec une calebasse au puits ou à la jarre, seulement vêtu d'un sarong. Puis l'officiant répète l'opération pour la mère de l'enfant qui doit se baigner également, de même que les autres membres de la famille nucléaire. Ensuite, le circonciseur libère l'enfant assis devant lui sur une natte en décroisant devant son visage, tout en récitant une invocation magique, des feuilles de cocotier pliées rituellement et trempées dans de l'eau consacrée contenue dans un bol rituel en céramique, là, également utilisé dans le culte masculin de l'âme du riz et le culte féminin de la meule mère, lors de la moisson du riz et de la montée du riz au grenier en février-mars. Ceci est fait pour le délier de ses serments non tenus, de ses fautes, et ainsi donner bon augure à la cérémonie. C'est le rituel de déliement initial qui ouvre cette cérémonie et en fait toutes les cérémonies importantes. Un assistant du circonciseur se place derrière le garçon, lui bloquant les bras, le retenant en le tirant légèrement vers l'arrière et lui ouvrant les jambes. Dehors, l'orchestre de Dika, c'est-à-dire l'art martial, joue une musique syncopée, rythmée par le gong et les tambours, où domine le son aigrelé du hautbois, suna, et allant crescendo. La première paire de combattants est généralement formée du père de l'enfant et de l'un de ses oncles, ou du parent le plus proche, pratiquant le Dika. Cette transe d'appel à l'esprit des ancêtres honore la famille et facilite le rituel tout en contentant les mânes ancestraux.
La verge est placée sur un morceau de tronc tendre de bananier. Un assistant du circonciseur tient en place la verge à l'aide d'une pince en argent. Le circonciseur tire le prépuce et le tranche à l'aide d'un couteau très coupant comme un rasoir qui est réservé à cet effet. Au moment précis où le prépuce est tranché, le père ou un oncle de l'enfant placé dehors près d'une fenêtre à travers laquelle il voit l'opération tire 3 coups de feu en l'air avec un revolver. C'est le rituel final du déliement, le pas libéré, comparable à celui qui intervient avant la récolte du riz par le lâchage des moulins enchanteurs et des cerfs-volants dans la rizière pour éviter le courroux du seigneur danger et des esprits malins capables d'empêcher la moisson ou de la gâter. C'est le même rituel de déliement précédant toute cérémonie avec les feuilles de cocotier consacrées ou plus exactement son pendant. Ces coups de feu détournent aussi l'attention du garçon de sa peur et de sa douleur, le surprenant. Alors, le circonciseur entreprend une longue invocation en arabe. Que le garçon perde connaissance ou non, un bon mot spécialisé, le même souvent que celui qui a délié, arrive pour le rituel du rappel des âmes, cérémonie complexe et rare où l'invocation est chantée à voix haute et non pas murmurée. Lorsque tout est fini, après l'ablation du prépuce, un pansement est posé, le garçon reste assis, des coussins plaqués sur les reins, recouverts d'un tissu de couleur vive. Le bomo lui tend l'âme, c'est-à-dire le gâteau de riz de 3 couleurs. Le circoncis goûte l'âme. Il doit prélever par 3 fois du riz gluant dans le plat, observé par ses aînés. C'est un moment crucial qui va révéler la capacité et les qualités de l'homme qu'il est devenu. S'il prend trop haut, il sera fier. S'il prend trop bas, il sera trop modeste, etc. Le plat est ensuite transmis derrière lui à ses parents, hommes et femmes, afin qu'ils participent symboliquement, même s'ils ne mangent pas le riz. Lorsque, comme c'est le cas de nos jours, le jeune garçon est circoncis à l'hôpital, loin de sa parentèle et de son cadre de vie coutumier, rendant difficile, voire impossible, le déroulement de l'apparat rituel, les 3 coups de feu sont tirés seulement à son retour au village par un adulte. Le reste de la cérémonie, invocation, présentation de l'âme, intervient à la suite. Le festin du jour précédant la circoncision, proprement dite, de même que l'offrande de la veille se déroule normalement, l'important étant non que les coups de feu soient tirés simultanément à l'acte chirurgical, mais qu'ils soient effectivement tirés. Jadis, le pansement placé sur le sexe du garçon consistait en chair de l'intérieur d'un bambou, serré sur la blessure par un linge propre. De nos jours, le Tomudeng place un pansement de gaz stérile fixé avec du sparadrap. Au bout de 3 jours, l'enfant devenu homme retire lui-même son pansement et le brûle. Lorsque le prépuce mouton est coupé, le Tomudeng l'enveloppe dans une feuille de bananier et remet le tout au père ou au grand-père du circoncis. De retour chez lui, s'il habite une maison séparée, ou dès que la maisonnée retrouve sa sérénité, l'homme enfile le prépuce au bout d'un bâton et le fait sécher en plaçant la baguette cachée dans la toiture, côté interne et ensoleillé, hors d'atteinte et hors de vue. Lorsque le prépuce est bien sec, au bout de 2 ou 3 jours, l'homme le range dans un endroit connu de lui seul et le tient à la disposition de son propriétaire. Si celui-ci veut retrouver une vigueur temporairement enfuie, il visite son père ou son grand-père, gardien du prépuce. Celui-ci exhume le prépuce de sa cachette, le place dans un verre d'eau et invoque sans souffler, puis replace le prépuce dans sa cachette. L'homme boit alors cette eau consacrée devenue une médecine revitalisante et rentre chez lui assuré d'une vigueur retrouvée.
Le prépuce est considéré comme une médecine puissante pour avoir une érection. C'est un remède qui donne au pénis à être dur. Cette médecine ne peut aider que le légitime propriétaire du prépuce. De nos jours, certains djawi ne tiennent pas à conserver le prépuce. Dans ce cas, le tomudeng enfonce le prépuce dans une fente faite au couteau dans le tronc de bananier qui sert de support de coupe, puis ce morceau de bananier est jeté. Après l'entrée dans l'âge adulte lors de la circoncision, les jeunes hommes quittent la maison familiale pour se construire d'extraordinaires petites maisons d'adolescents, rumah buddo, rumah budak en malais, décorées avec goût, le plus souvent dans les arbres et hors de portée des adultes. Dans ces maisons, ils se retrouvent, discutent, dorment dorénavant ensemble les uns à côté des autres. Rappelons que ce sont des sociétés holistes, collectivistes, surtout pas individualistes. Ils font ceci jusqu'à leur mariage. Et ils font parfois venir en cachette, quand ils le peuvent, des jeunes filles, enfin c'était surtout autrefois, afin de flirter, voire de jouer ensemble en cachette. Ces maisons d'adolescents, où les jeunes gens signifiaient autrefois l'amour physique, dans les sociétés animistes, pré-bouddhiques, pré-chrétiennes, pré-islamiques, à part du monde des adultes, relèvent d'une tradition fort ancienne et étaient autrefois répandues dans toute l'Asie du Sud-Est jusqu'en Inde et en Océanie. Elles sont de plus en plus rares, car mal vues de l'islam rigoriste et tendent à disparaître. Voici donc un panorama de traditions anciennes et toujours actuelles pour l'excision et le percement des oreilles ainsi que pour la circoncision, mais dont la forme se modifie en bien des aspects pratiques en fonction des changements de mœurs et de mentalité, sans que ne soit retiré aux rituels concernés leur efficacité symbolique, représentée autrement, mais toujours puissante. Je vous remercie de votre attention.